Alors pour commencer, c'est l'atelier sur la mise en œuvre d'un plan de développement des scopes du BTP qui nous intéresse avec la présentation des résultats de l'étude menée par l'Observatoire des métiers du BTP sur la reprise des entreprises du BTP par les salariés. Et je vais appeler sur scène, vous pouvez l'applaudir très fort, Sylvia Marquez, chargée d'études et de projets de l'Observatoire des métiers du BTP. Bonjour à vous. Bonjour. Tout d'abord, merci à tous pour l'accueil que vous nous faites côté de l'Observatoire des métiers du BTP. Et merci aussi pour l'intérêt que vous portez aux travaux de l'Observatoire. Je vais vous présenter l'étude sur la reprise par les salariés d'entreprises viables économiquement qu'on a réalisée l'année dernière et qu'on a publiée cette année sur le site de l'Observatoire. Tout d'abord, je vais vous présenter rapidement le contexte et les objectifs de l'étude ainsi que sa méthodologie. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet en vous présentant l'état des lieux et des pratiques de reprise d'entreprise par les salariés. Et in fine, on présentera les freins et les leviers à la reprise d'entreprise par les salariés viables dans les entreprises viables économiquement. Tout d'abord, il faut savoir qu'en fait, cette étude se base sur un constat assez flagrant, puisque de nombreuses entreprises du bâtiment et des travaux publics ne sont pas reprises, en particulier par les salariés. Donc juste un indicateur important parmi les deux que je vous présente ici, seule une entreprise reprise sur 8 l'est par des salariés. Donc cela effectivement a un impact important et direct sur le tissu économique, mais aussi et surtout sur l'emploi dans les territoires, en particulier dans les territoires ruraux. L'Observatoire a identifié 3 principaux objectifs pour orienter cette réflexion sur cette problématique. Donc, tout d'abord, avoir une vision fine sur cette problématique, mais aussi identifier les enjeux de la reprise, non seulement par les repreneurs, mais aussi par les cédants. Dans un deuxième temps, il s'agissait aussi d'évaluer les besoins de montée en compétences et les appuis à proposer aux cédants et aux salariés. Et enfin, de proposer, comme on le fait pour toutes nos études, des bonnes pratiques pour anticiper et pour réussir la transmission. Concernant la méthodologie, pour cette étude, elle s'appuie principalement sur des entretiens, de nombreux entretiens, donc 49 auprès de repreneurs et de cédants dans des cas de reprise d'entreprise par des salariés, avec des entretiens courts et des entretiens longs, sachant que parmi les 49 entreprises qui ont été réalisées, 39 entreprises étaient en bonne santé économique et financière au moment de la session. On s'est aussi appuyé sur d'autres types de méthodologies, avec une analyse bibliographique, des analyses plus statistiques, notamment via la source Diane, qui permettait d'identifier les reprises et les sessions. On a aussi réalisé 12 entretiens auprès d'experts, qu'il s'agisse d'organisations professionnelles représentatives d'employeurs, d'organismes de formation, du CCI, l'ISM, etc. Donc on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec l'état des lieux des pratiques de reprise d'entreprise par les salariés. On a tout d'abord commencé par caractériser cette problématique à 10 ans. Donc il apparaît qu'il y aurait 65 000 à 70 000 cessions d'entreprises de moins de 200 salariés d'ici 10 ans, sachant que 43 000 à 46 000 entreprises pourraient être fermées faute de repreneurs. Ce qui est intéressant dans ces chiffres-là, c'est qu'en parallèle de ces cessions et de ces potentielles fermetures, 10 000 entreprises au moins pourraient être reprises par un salarié et parmi d'entre elles, 12% d'entre elles par plusieurs salariés. Donc c'est quand même assez important puisqu'il y a un important potentiel de reprise par des salariés, notamment de façon collective, par plusieurs salariés. Et dans ce cas, la réflexion est d'autant plus importante pour la fédération qui est la vôtre, puisqu'il permet d'identifier des bénéfices, des avantages pour ces cas de reprise que je présenterai tout à l'heure. On s'est tout d'abord intéressé, au-delà de cette caractérisation de cette problématique, on s'est intéressé aux principaux motifs de cession ainsi que la situation des entreprises au moment de la cession. Donc 3 principaux motifs.
Tout d'abord, le principal motif, le départ à la retraite, au vu de l'évolution de la pyramide des âges en France, mais aussi ailleurs. Deuxième motif, la cession pour motif économique. Là, il s'agit principalement de cession au tribunal, à la barre du tribunal. Et enfin, la cession pour motif personnel, mais dans ce cas, il est un peu plus difficile d'anticiper ces cas de cession. Il faut savoir, en termes de situation des entreprises, dans les cas de cession, 80% des 49 entreprises qui ont été étudiées étaient en bonne santé à la fois économique et financière au moment de la cession. On s'est aussi intéressé, donc, dans le cadre de cette étude, aux différents types de cessions et de reprises. Tout d'abord, on s'est intéressé évidemment aux cas de reprise individuelle par un seul salarié. On s'est aussi intéressé aux cas de reprise familiale, donc par les membres de la famille du dirigeant, mais aussi, bien évidemment, aux cas de reprise collective. Et on va surtout s'intéresser à ce cas-là, puisque cela vous intéresse particulièrement. Donc on a caractérisé autant que possible ce type de reprise collective. Tout d'abord, il faut savoir que la majorité des reprises concernent principalement des entreprises de moins de 11 salariés, donc des TPE, et dans une moindre mesure des entreprises, des PME, donc de 11 à 49 salariés. Quel est le profil de ce type de collectif repreneur ? Le plus fréquemment, notamment pour des TPE, il s'agit d'un ensemble de salariés à la fois ouvriers, cadres et fonctions support. Dans d'autres cas de reprise collective, quelques personnes ou fonctions similaires deviennent dirigeants de l'entreprise, donc des cadres et des managers en particulier. Et dans les entreprises de plus de 20 salariés, la reprise est plus souvent opérée par toute ou partie des salariés, donc des cadres notamment, sous forme de scope, l'entreprise appartenant alors évidemment à ces salariés. Et en termes de statut, d'après l'étude qu'on a réalisée, parmi les 19 cas étudiés de façon approfondie, 27% avaient choisi le statut SCOP, plutôt adapté pour des reprises collectives, donnant justement, comme je le disais précédemment, aux salariés repreneurs des avantages que je détaillerai un peu plus tard. Autre axe de réflexion concernant au cours de cette étude, on s'est intéressé aux différents types d'informations et d'accompagnement sur lesquels les repreneurs et les cédants pouvaient s'appuyer aux différentes phases du projet de transmission. Tout d'abord, la première phase, l'élaboration du projet de reprise, où il s'agit principalement de s'appuyer sur des avocats, des consulaires. Deuxième phase, la recherche de financement, où là, il est question de solliciter un courtier en prêt ou un conseil régional, par exemple. Troisième phase, la négociation des conditions de reprise et de vente. Là, c'est plutôt l'avocat ou le médiateur, mais le médiateur plutôt dans des cas de conflit entre le repreneur et le cédant. Et enfin, la quatrième phase, les premiers mois de reprise, où là, le repreneur ou les repreneurs peuvent solliciter le conseil régional ou les consulaires. Mais il faut savoir que dans tous les cas, dans la majorité des cas, et tout le long de ce type de projet de transmission, le repreneur, comme le cédant, peut solliciter les organisations professionnelles représentatives d'employeurs, mais aussi le cédant lui-même. Je rentre un petit peu plus dans le détail concernant ces différents soutiens. Parmi les 19 cas qui ont été analysés, la quasi-totalité des reprises ont été effectuées avec l'appui d'un expert comptable externe. Externe pourquoi ? Puisque cela par rapport à un expert comptable interne, permet d'avoir une certaine neutralité concernant la juste valorisation dans l'entreprise. Autre type de soutien, l'avocat, qui est sollicité à hauteur de 65% des repreneurs qui ont été enquêtés. 60% des repreneurs ont fait appel à des organisations professionnelles représentatives d'employeurs. Et puis, dans une moindre mesure, à seulement 20% des enquêtés, ces enquêtés-là ont bénéficié d'accompagnements plus ponctuels de la part des organisations consulaires et ou des conseils régionaux.
Donc là, après, on est dans des taux un peu moins importants, beaucoup moins importants même, puisque seulement 5% des enquêtés, des cédants ou des repreneurs ont fait appel à un médiateur, donc ce qui veut dire que les conflits n'étaient pas très importants. Et à hauteur de 5%, les repreneurs ont fait appel à un courtier en prêt. Il faut savoir que dans une bonne partie des cas, quand même 40% des enquêtés qui ont été rencontrés, la transmission ne s'est faite qu'à l'appui du cédant. Autre axe de réflexion concernant la reprise non seulement par les salariés individuels, collectifs ou des reprises familiales, on s'est intéressé au recours à la formation par des salariés repreneurs, une réflexion qui est forcément nécessaire dans le cadre des missions de l'Observatoire des métiers du BTP. Il faut savoir que le recours à la formation concerne principalement des types de transmissions qui ont été bien anticipés, ce qui permet aux potentiels repreneurs ou aux repreneurs effectifs d'anticiper ses besoins en compétences, d'organiser sa formation. On en parlera juste après. Mais parmi l'ensemble des cas de reprise analysés, seulement 20% des repreneurs ont suivi une formation. Quel type de formation ? Principalement la formation responsable de l'entreprise artisanale du bâtiment, donc le REHAB, les stages de préparation à l'installation, la formation nouveau chef d'entreprise, donc le FONS, ou encore le BTS gestion d'entreprise. Ça, c'est quand même des formations d'une durée assez longue, parfois en alternance, mais les repreneurs peuvent aussi réaliser des formations de quelques jours, notamment en gestion d'entreprise. Pourquoi seulement 20% de repreneurs qui ont fait une formation ? On a identifié deux principaux freins au recours à la formation. Donc, la formation apparaît pour les repreneurs comme étant moins prioritaire en comparaison évidemment de la mise en œuvre du projet de transmission. Autre frein, les formations longues qui sont réalisées en alternance, qui supposent l'absence du dirigeant ou du futur dirigeant de l'entreprise. C'est pourtant un enjeu qui est important, qui apparaît nécessaire pour une transmission réalisée de façon réussite. Et donc, on a essayé de favoriser dans la communication de cette étude, d'accroître le recours à la formation en réfléchissant à une adaptation des formats des formations selon évidemment les besoins en compétences des repreneurs, mais aussi selon les contraintes de l'entreprise. Enfin, concernant cet état des lieux, on s'est intéressé à la situation des entreprises après la reprise. Donc, il s'avère qu'en fait, la majorité des cas observés s'inscrivent dans la même continuité, dans le même mode de fonctionnement, en stabilisant l'activité. Pourquoi ? Pour deux principaux motifs. D'une part, il peut s'agir d'une session au cours de laquelle l'entreprise était en bonne situation, à la fois économique, financière, sociale, etc. Autre motif, le repreneur exerçait en fait déjà des fonctions et des responsabilités dans la gestion de l'entreprise depuis plusieurs années. Mais on a quand même observé des cas de réorganisation. Premier cas, la reprise par un nombre important de salariés avec l'accompagnement d'un départ de ceux qui n'étaient pas intéressés par ce projet collectif. Deuxième cas de réorganisation, donc l'organisation et le management qui sont revus, conformément au souhait des repreneurs de redistribuer les responsabilités entre les salariés. Troisième cas de réorganisation, l'organisation est revue suite à un changement de stratégie avec une diversification et avec un repositionnement de l'activité au vu de l'évolution du marché. Je vais vous présenter maintenant les différents freins et leviers à la reprise de l'entreprise par les salariés, d'une part pour les cédants, d'autre part pour les repreneurs. Tout d'abord, pour les cédants, on a identifié, au-delà des freins, plutôt des réticences, une première réticence, le frein psychologique, puisque ces cédants se sont investis toute une vie dans l'entreprise, ce qui peut paraître un petit peu difficile pour le cédant.
Autre frein, autre appréhension, un manque de connaissance des dispositifs de transmission à un salarié ou une mauvaise appréhension de ce type de dispositif. Troisième frein, un manque de confiance réelle ou supposée, bien sûr, envers le ou les salariés potentiellement repreneurs. Donc là, on verra à travers les différents leviers qu'il est tout intéressant d'anticiper autant que possible cette reprise pour pouvoir identifier les potentiels repreneurs. Et enfin, autre appréhension, la peur d'une perte de valeur financière de l'entreprise dans une revente à un ou plusieurs salariés. Du côté de l'Observatoire, face à ces différentes appréhensions, on a essayé de mettre en évidence, de proposer différentes bonnes pratiques, différents leviers. Donc, tout d'abord, comme je vous le disais juste avant, on a parfois, le cédant peut avoir peur, peut avoir un manque de confiance vis-à-vis des salariés qui pourraient reprendre l'entreprise. Donc, premier levier, il s'agit d'identifier les bons profils en informant le projet de cession aux salariés bien en amont, s'agissant qu'il s'agit d'une obligation légale de 2 mois, il me semble. Ce qui permet aux salariés de se positionner et d'étudier le projet avec le cédant. Autre levier, définir le juste temps. En moyenne, une reprise prend entre 12 à 18 mois. Si le temps de la transmission est beaucoup moins important, cela ne permet pas aux repreneurs d'identifier ses besoins en compétences, d'anticiper cette reprise. Et si la durée est un peu plus longue, même voire beaucoup plus longue, parfois de plusieurs années, cela ne favorise pas la mise en place d'une posture de dirigeant pour le repreneur. Autre levier, l'anticipation du financement par les repreneurs. Là, au cours de cette étude, on a essayé de favoriser les différents dispositifs de financement, notamment pour les reprises collectives sous forme de SCOP, à travers les différentes aides et les différents fonds dédiés via l'organisation professionnelle. Autre levier, se faire accompagner par des acteurs extérieurs, notamment les organisations professionnelles représentatives d'employeurs, des experts financiers, des experts juridiques, qui proposent aux cédants un accompagnement personnalisé à la transmission. Et enfin, autre levier, anticiper les besoins de formation du ou des repreneurs, je le répète encore un petit peu, puisque le cédant a tout intérêt à former en amont le futur repreneur aux activités de gestion, voire de management, en identifiant avec le ou les salariés les différents modules adaptés au rythme de l'entreprise. Je vais vous présenter maintenant les différentes appréhensions identifiées concernant les repreneurs salariés. Donc, première appréhension, la crainte d'un manque de compétences, puisque le salarié devient dirigeant et ne dispose pas nécessairement des différentes compétences nécessaires à la posture et aux missions du dirigeant. Autre appréhension, la crainte du changement de posture, puisque le repreneur qui était salarié devient dirigeant face à ses salariés. Troisième appréhension, l'investissement professionnel, puisque le passage de salarié à dirigeant suppose pour le repreneur de consacrer un temps plus important à la gestion de l'entreprise, remettant en question l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Et enfin, autre appréhension, l'investissement financier, la reprise supposant un coût important pour le ou les repreneurs. Et dans ce cas, dans le cadre des reprises collectives, on a favorisé les aides et les accompagnements par la fédération SCOP, avec des prêts spécifiques, avec des fonds dédiés, etc. Face à ces différents freins, on a proposé différents leviers. Tout d'abord, concernant la prise de décision, il s'agit principalement de rencontrer des dirigeants ex-repreneurs pour leur faire part de leur retour d'expérience, s'approcher également de l'entourage pour préserver l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle.
Et enfin, concernant la prise de décision, il pourrait s'agir de se rapprocher des organisations professionnelles des employeurs pour s'informer, pour se rassurer de la faisabilité du projet. Autre deuxième levier, le rassemblement de compétences internes et externes qui se déclinent de différentes façons. Tout d'abord, comme on l'a déjà dit précédemment, d'identifier les besoins en compétences et le projet de formation et suivre la formation, évidemment. S'associer à d'autres salariés de l'entreprise pour une reprise collective. Et enfin, autre type de compétences rassemblées dans le cadre de ce projet, s'entourer de professionnels de la reprise, donc des organisations professionnelles, des experts comptables, des avocats, etc. 4 derniers leviers, l'élaboration du projet de reprise, qui suppose de vérifier la pertinence de la stratégie, notamment au vu des évolutions du marché et des évolutions des activités. 4e levier, la recherche de financement en mobilisant des instances publiques et ou parapubliques, en mobilisant le réseau pro aussi, et enfin, potentiellement, la mise en concurrence de plusieurs banques en faisant appel, si besoin, à un courtier en prêt. Avant-dernier levier, négocier les conditions de reprise, notamment en sollicitant un expert comptable externe, comme je l'ai évoqué précédemment, pour justement veiller à la juste valorisation de l'entreprise. Et enfin, choisir le bon statut d'entreprise, puisque selon les différents statuts, les avantages ne sont pas les mêmes, notamment au vu des différentes configurations de l'entreprise. Donc, par exemple, la constitution d'un holding d'acquisition, la SARL, et évidemment la SCOP qui est adaptée aux reprises collectives, le collectif permettant de bénéficier d'un accompagnement et d'aide financière de la part de l'organisation, enfin de la fédération en question. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez accéder à la synthèse et à l'infographie sur le site de l'Observatoire, sachant que le 29 novembre prochain, nous représenterons cette étude avec le cabinet qui a réalisé l'étude et avec des témoignages d'entreprises dans le cadre de webinaires de l'Observatoire des métiers du BTP. Autre petite information, l'Observatoire réalise en ce moment plusieurs études, notamment une étude sur la RSE. Vous allez en parler juste après, il me semble. On a lancé récemment une enquête en ligne auprès des entreprises comme auprès des salariés. Donc n'hésitez pas à répondre à ce questionnaire qui permettra d'avoir des matériaux beaucoup plus intéressants pour cette étude. Merci à tous et à bientôt. Merci Sylvia Marquez, chargée d'études et de projets de l'Observatoire des métiers du BTP.